Donc, nous sommes réunis pour ce deuxième webinaire de la saison dédié à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avec un zoom particulier en continuité du premier qui s'est tenu il y a un mois, le 15 février, sur les généralités, savoir repérer notamment et prévenir surtout ces violences sexuelles. On a souhaité dédier une session au sujet du signalement. Donc, comment signaler, en quoi ça consiste et et comment ça marche, avec les mêmes intervenants que je laisserai se présenter en amont, de rappeler que ce webinaire est enregistré. Donc, pour ceux qui ne veulent pas figurer dans l'enregistrement, je propose de fermer la caméra et éventuellement d'enlever votre nom si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Nous allons bien évidemment échanger avec deux manières. Vous pouvez utiliser le fil de discussion pour poser vos questions et je pourrai les relayer. Et d'autre part, on aura un temps d'échange avec les animateurs en fin de session. Voilà, pour l'instant, je vous invite à fermer vos micros, ce sera plus simple. Et bien sûr, vous les ouvrirez pour prendre la parole en fin de session. Voilà, je laisse peut-être les animateurs et je vois Brigitte se présenter et puis Patrick aussi. Ok, eh bien, depuis la dernière fois, je suis toujours en Nouvelle-Aquitaine, toujours pratiquante et enseignante là-bas, et j'ai été chargée en Nouvelle-Aquitaine de m'occuper de la prévention des violences sexuelles, sexistes et des discriminations, en sachant que là, on parle surtout des violences sexuelles et un peu des violences sexistes, mais le reste viendra en son temps. Voilà. Et donc, j'ai participé, enfin, co-animé la première session du 15 février, où on a rappelé des textes et des définitions, en particulier la notion de consentement, qui est très importante, et la conduite à tenir en prévention avec la formation de référent club. Et le repérage, on a parlé du repérage. Voilà. Patrick, je te laisse continuer de te Ouais, présenter. bonjour à tous et à toutes. Patrick Belvaux, ça fait 2 ans que j'enseigne l'aïkido, enfant jusqu'à senior. Donc passionné de l'aïkido, ça fait beaucoup, ça fait 51 ans que je pratique. Je me suis occupé dès le départ, il a fallu faire de la prévention à la fédération. Ça a commencé contre la radicalisation, contre l'homophobie, et bon maintenant, donc je vais pas dire que c'est la mode, mais c'est maintenant la violence sexuelle depuis 4 ans, je crois, 4-5 ans, sous la dynamique du ministère de la Jeunesse et des Sports, et plus précisément de Madame Marie Signaroux, donc la ministre à l'époque, qui s'occupe toujours également, mais donc sur un service à part, des violences sexuelles et sexistes dans le sport, alors qu'elle n'est plus ministre. Alors, ce que je peux dire, c'est que ceux qui n'étaient pas là, donc la dernière session, c'était des généralités historiques, etc. Et pour qu'on reprenne un petit peu soit dans le bain, la motivation du départ, déjà, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a enfin, qui a imposé à toutes les fédérations, toutes les disciplines sportives, d'être dynamiques contre cette violence sexuelle et sexiste. Et donc, elle a désigné une personne dans ils ont demandé à chaque fédé de désigner une personne pour se gérer tout ça. Et la dynamique est déjà en route. La volonté, c'est d'écarter et d'éradiquer tout prédateur sexuel dans toutes les disciplines sportives. Depuis très peu, on a rajouté le S, la VSS, donc les violences sexistes aussi. Donc c'est tout récent, je sais même pas si c'est dans l'année ou il y a 2 ans maximum. Donc là, c'est encore plus délicat parce que c'est moins concret qu'une violence sexuelle. Et donc, ça nous incombe, tout en sachant qu'on est tous ici bénévoles. Alors que vous avez dans toutes les fédés, les grosses fédés, hein, des gens qui sont rémunérés, hein, c'est leur travail, de faire de la prévention dans leur discipline sportive. Donc avec les moyens qu'on a, c'est rien hein, au niveau comment dire argent, on fait ça en bénévolat et puis on essaie d'être de plus en plus dynamique pour créer comment dire cette nouvelle politique hein, qui doit nous imposer à être comment dire omniprésent
faire attention à ce genre de fléau et garder cette sérénité qu'on a dans nos dojos, cette sécurité pour tous nos pratiquants, hein. Voilà. Donc on va peut-être commencer ce diaporama. J'ai du mal à voir là. Ouais, ça a démarré. Euh, donc c'est la deuxième partie. On a une petite heure. La dernière fois c'était 1 heure et demie. C'était les généralités. Là maintenant, ça c'est la fédération qui nous a imposé de le faire en 2 morceaux. Et ce morceau-là, c'est plus dans la dynamique qu'on doit avoir et comment signaler, qui doit signaler, etc. Et elle, Alors on se base sur des textes de loi, hein, ça nous oblige. Ça nous oblige. Déjà, il faut qu'on soit à l'aise avec le verbe dénonciation, dénoncer, dénoncer les faits, dénoncer les individus qui seraient potentiellement auteurs de violences sexuelles et sexistes. Il faut qu'on soit à l'aise et ça, c'est compliqué. Dénoncer, c'est un peu péjoratif, hein, c'est même très péjoratif en France. Ça nous rappelle des vieux souvenirs très désagréables de la dernière guerre, hein. Et en fin de compte, on ne sait pas du tout dans le même contexte, bien entendu, mais quand même. J'ai entendu des pratiquants qui me disaient ah ouais mais non nous on balance pas enfin ouais, des termes comme ça soit mais voilà quid de la victime, hein, donc les victimes effectives mais aussi les victimes potentielles futures, etc. Donc il faut absolument qu'il y ait cette dynamique euh, d'écart, de mise à l'écart des individus qui pourraient nuire. On verra ça en détail plus tard. On se base sur le premier article, là, le code pénal, et c'est 434.3, qui est plus ciblé sur les victimes mineures et personnes vulnérables, handicapées ou personnes très âgées, des choses comme ça. Alors, bien sûr, ceux qui ne sont pas trop comment dire, le droit, on donne toujours les peines, 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende, mais c'est toujours le maximum. Hein, on donne toujours dans le dernier code pénal, hein, comment dire, les peines les plus hautes, tout en sachant que pour avoir 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, faut les trouver, hein. En France, on n'est pas assez, comment dire, dur au niveau justice. Et puis bon, c'est hyper rare, tout en sachant qu'il y a toujours ce jeu de sursis, hein. Le sursis, on le donne assez souvent pour les primo-délinquants, la personne qui a jamais rien fait. Et c'est le premier délit qu'il fait. Donc, bon, bah, on lui met du sursis. C'est-à-dire que si tu réitères, tu vas être en prison. Alors, est-ce que ça donne le poids de la sentence et tout? Je suis pas certain. La deuxième article, c'est l'article 40. Alors là, ça oblige les instances. Donc la Fédé, les ligues, voire même les clubs. Donc c'est une personne morale en fait, hein. Donc là, il n'y aura pas de peine de prison puisque c'est une personne morale. Mais par contre, il y aura certainement des peines administratives, hein, des suspensions d'activités, des choses comme ça, hein. Et alors c'est pas des nouveaux articles, hein, on a constitué tout ce qui était l'arsenal juridique pour pousser les gens à dénoncer crimes et délits. Et le dernier article, c'est 223 6 du code pénal. Là, c'est très général, hein. Là, tout à l'heure, je ciblais sur les enfants et les personnes vulnérables. Là, maintenant, c'est toute personne au niveau victime, hein, qui pourrait être en danger. Voilà. Donc, 5 ans, 75 000 euros d'amende. C'est ce qui nous pousse, c'est l'épée de Damoclès, en fait, un peu. Mais il faut savoir que bon, en aikido, on n'a pas été encore touché là-dessus, il n'y a pas eu de peine, etc. Mais bon, en grattant dans d'autres fédérations, ça existe, hein. On va passer à la deuxième slide. oui, alors, je vais préciser que la non-assistance à personne en danger, hein, c'est la même chose que s'arrêter ou non quand il y a un accident et que vous voyez quelqu'un qui est victime, hein. C'est le même article. Alors nous, on prend le versant violence sexuelle, mais il est beaucoup plus général que cela. Alors, qui signale? Donc, qui signale? Ben, ça peut être la victime elle-même, directement. On verra après comment signaler. Mais là, qui peut signaler? Déjà la victime. Quelquefois, la victime, elle va pas être très très chaude au début pour signaler, très enthousiaste, et ça peut être le référent VSS du club, quand il existe.
le référent club qui est là pour lutter contre, ou faire de la prévention contre les violences sexuelles et sexistes. Alors, bien sûr, le référent du club peut signaler, mais il faut quand même l'accord de la victime, sauf cas de mise en danger, ce qu'on a vu plus haut. Ça peut être aussi un membre du bureau, car le référent n'existe pas forcément dans tous les clubs. Ça peut être aussi un témoin qui est pratiquant dans le club. Et ça peut être aussi le parent d'un enfant licencié au club, parce que euh, le parent ou le référent légal, qui en général est le parent, mais pas toujours, parce que c'est pas l'enfant qui va s'auto-signaler la plupart du temps. Donc, qui signale beaucoup de monde. Ensuite, on va passer. Excuse-moi, je voudrais juste rajouter une chose sur la victime, on peut revenir en arrière. La toute Oui. première personne qu'on a mise, c'est la victime elle-même, c'est sûr. Mm. En sachant que, enfin moi, bon, je me suis pas bien présenté, je m'occupe aussi de la cellule d'écoute et d'accompagnement, et je reçois les coups de fil, et il y a beaucoup de victimes qui n'osent pas. Oui. Et c'est ça la problématique aussi, parce que quelque part, il faut se mettre à sa place, ça lui fait une double peine, c'est que elle a subi, mais après, il va falloir qu'elle diffuse l'information, Mm. comment dire, discute avec autrui, un policier, un gendarme, une amie, une collègue, une copine dans le vestiaire. Bon, c'est une double peine et c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont été victimes, on le saura jamais. Il y a des gens qui ont quitté d'un dojo. On ne sait pas pourquoi en fait. On croit que bon bah l'aïkido c'était pas pour elle ou pour lui. Elle a quitté. Ça tombe c'était une personne potentiellement qui pourrait être d'un bon niveau, qui aurait pu être une sensei ou un sensei. Et puis elle a abandonné. On ne sait pas pourquoi en fait. On n'a pas cherché à savoir. Et en fait il s'est peut-être passé quelque chose. Mais bon, elle a préféré glisser, partir, terminer. Ça Mm. c'est compliqué. Mais faut en tenir compte. Hein, faut en tenir compte. Voilà, donc c'est la victime et on verra après comment entourer la victime. Et donc, il va y avoir ce signalement, mais des précautions à prendre avant le signalement, sauf encore une fois, cas d'urgence, hein, non-assistance à personne en danger, là, on tergiverse pas. Mais en général, on a un petit peu de temps. Donc, quand une victime nous est signalée, soit par elle-même, soit par d'autres, au niveau du club, on peut déjà commencer à agir. Il est conseillé d'avoir qu'il y ait un entretien entre le référent du club, assisté d'un membre du bureau, hein, jamais le référent du club tout seul, donc à deux personnes, et la victime potentielle. Il faut demander à la victime de raconter ce qui s'est passé. Alors cet entretien, bien sûr, il est confidentiel. C'est pas un secret professionnel, hein, mais il est confidentiel. On n'en parle pas à l'extérieur. On écoute la victime. On est en empathie avec la victime. Alors l'empathie, hein, c'est un peu comme l'empathie du médecin avec son patient. Hein, ça veut dire souffrir avec. Alors c'est pas en fait tout à fait ça, mais on comprend ce qu'a pu ressentir la victime potentielle. Il faut être en empathie avec elle. Il faut être rassurant aussi quant à l'absence de responsabilité de la victime présumée, parce que souvent les victimes vont penser qu'elles sont en cause dans le problème et que c'est elles qui ont induit l'agressivité, l'agression ou ce qui s'est passé. Or, c'est pas le cas. Mais c'est pas facile, c'est souvent très difficile à faire admettre à la victime présumée. Il faut être réconfortant, expliquer qu'on va apporter une aide. Et il ne faut pas oublier dans cet entretien de questionner, de poser des questions, alors pas forcément très directes, hein, mais il faut se faire une idée de l'état de la victime, du retentissement physique et psychique qu'il peut y avoir à cause de cette agression. Donc il faut savoir, ça donne une indication sur le fait qu'il faut conseiller rapidement à la victime d'être écoutée par des personnes formées à cela ou pas. En tout cas, il faut évoquer, si besoin, les soins possibles, mais les évoquer parce que on n'est pas enfin, la plupart des gens ne sont pas médecins. Et il faut évoquer aussi l'existence du médecin traitant, tout bêtement. Et parmi les personnes que l'on peut conseiller en tant qu'aide, il y aura la cellule d'écoute. On en parlera plus tard. En effet, il y a... Juste, Oui, bah vas-y, de toute façon, tu continues. excuse-moi. Juste un petit zoom là sur la prise de confidence, hein, quand une victime vient vous voir pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors nous on a été formés tous, hein, les intervenants actuels là, avec le Colosse au Pied d'Argile, une association qui justement qui fait de la prévention des violences sexuelles beaucoup plus axée sur les enfants.
même on va dire 95%, on parle beaucoup de victimes Oui, c'est enfants. plus les enfants, oui. Et quand on entend une victime, il faut rester sur les questions ouvertes et non pas les questions fermées, du genre, faut pas que la personne réponde par oui ou par non, mais qui exprime vraiment les faits par ses mots, mais pas induire quoi que ce soit. Parce que si on parle d'une victime enfant, je vais zoomer sur un cas très très dur, hein, c'est un enfant de 6-7 ans, bon, on vient vous voir et on vous dit, le monsieur, il m'a demandé de mettre son sexe dans ma bouche. Voilà. Donc c'est un enfant de 6-7 ans qui vous dit ça. Si vous induisez un terme tout simplement, hein, genre ah bah oui, il t'a fait faire une fellation, ce terme-là. Quand vous allez passer la victime dans les mains d'un enquêteur habilité, on va dire, c'est la brigade des mineurs ou enfin ceux qui vont faire l'enquête, même le juge d'instruction. Si ce mot fellation sort justement de la bouche de cette victime, de tout petit là, qui sort ce mot entre guillemets plutôt adulte, on va dire, ça peut fausser ça peut fausser l'enquête. C'est-à-dire, mais comment il peut apprendre ça? Il a appris ça, c'est par l'école ou par la famille? Et là, ça peut diriger vers la famille, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en famille. Hein, on lui a appris ce mot-là, c'est pas normal, c'est pas logique. Vous voyez. Donc ça, ce genre de choses, c'est compliqué quand on a cette faveur entre guillemets de recevoir l'information de la victime. C'est qu'il y a un lien qui s'est créé, ok, mais il faut pas, je veux pas dire en abuser, mais comment dire, se déclarer enquêteur alors que c'est pas notre job. Simplement, c'est voilà, on va conseiller, on va recevoir l'info, et puis après on passe l'information à qui de droit, enfin en tout cas les gens qui sont habilités. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mhm. Oui, oui, c'est exactement. Et donc, il y a quand même pas mal de difficultés fréquemment pour obtenir la parole de la victime. Alors, l'amnésie traumatique, dont on a parlé avec Patrick l'autre jour, je ne me rappelais plus du nom amnésie, c'était quand même fort. Et Moi donc, pareil. c'est une réaction psychique qui fait que il y a une sidération à cause de l'acte qui est insupportable et qui, en fait, permet à la victime d'être en survie. Et cette amnésie traumatique, elle peut être très longue. Donc, la parole de la victime, on peut l'avoir très longtemps après les faits. Parce qu'un jour, paf, l'amnésie traumatique lâche. Et là, on a la parole, mais longtemps après les faits. Donc, ça peut être compliqué. Bon, Alors, là, ce qui est intéressant, c'est, excuse-moi, mais on en a parlé dans la première partie, c'était la patineuse artistique Sarah Abitbol qui est en fait à l'origine de vraiment cette dynamique contre les violences sexuelles et qui a également été victime d'amnésie traumatique. C'est que pendant 15-20 ans, elle s'est même plus rappelée de ce qui s'était passé réellement. Son cerveau a disjoncté, c'est comme un fusible, hein, pour se protéger, pour pas tomber dans une dépression profonde, etc. On oublie. Hein, c'est un peu comme les militaires hum, qui reviennent du front et qui ont justement des traumatismes, hein, comme on dit. Mais c'est souvent le cerveau qui disjoncte, mais c'est une protection. Et la problématique, c'est quand cette victime se présente à un enquêteur ou à un juge et on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah je me rappelle plus ou je sais pas comment c'était ou je sais pas comment il était habillé. Enfin, quelque part, ça aussi, si l'enquêteur n'est pas prêt, il se dit mais elle affabule quoi, elle affabule, la victime affabule. Donc ça aussi, hum. faut prendre en compte. Voilà. Je te laisse continuer sur la Non, non, culpabilité. excuse-moi. Ah oui, oh bah merci. Oui, alors on a dit la culpabilité, bon ça j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein. La victime qui se croit coupable, hein, qui croit avoir provoqué l'agression, bon, donc ce n'est pas le cas. Bah, la honte, ça va avec, hein, ça va avec la culpabilité. La peur de ne pas être cru, ben ça, oui, hein, je pense que c'est fréquent parce que dans un passé pas si lointain que ça, les victimes n'étaient pas vraiment crues. Les femmes victimes en général et les enfants encore plus n'étaient pas pris au sérieux. Et donc, cette crainte de ne pas être cru, elle existe toujours, même si maintenant, ça n'est quand même plus tout à fait le cas. Ensuite, le tabou de la sexualité en famille, oui, 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 bah oui, c'est un souci. Alors, la peur de compromettre sa carrière sportive. Peut-être moins dans l'aïkido que dans d'autres sports, parce que nous, on a une carrière, mais on n'a pas de compétition. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Patrick, sur Excuse-moi, la carrière sportive? Vas-y.
Je te coupe la parole à chaque fois, mais excuse-moi. Non, non, mais Non, vas-y. c'est du vécu au niveau de, alors pas en aikido, mais en judo dans mon club. Ah oui, oui, Euh, mais judo, c'est différent. ah oui, voilà, c'est ça. Mais Mm, non, mm. parce que je vais raconter une chose, c'est que l'auteur, c'était donc l'assistant du prof de judo. Il a violé 9 garçons de 13 ans, et c'était lui qui faisait passer les grades. Donc voilà, ben, nous aussi on fait passer Ah des oui. grades. Et oui. Donc même s'il n'y a pas de compétition, la carrière sportive, bah c'est ça. C'est aussi le gamin, il a 13 ans, il doit passer la ceinture verte, et puis bah ouais, son prof lui dit bah écoute, ce qui s'est passé entre nous, on n'en parle pas, puis ta ceinture tu vas l'avoir. Vous Ouais. voyez? Bah, c'est comme ça que ça se passe aussi. Mm. Mm, Donc mm. carrière sportive, oui, c'est un grand mot, mais c'est aussi Oui. la course au grade. Et puis voilà, quand il y a un pouvoir, quand l'enseignant a un pouvoir, bah voilà. Et oui, peur de compromettre sa progression sportive, on va dire, dans l'aïkido. La protection de la famille, oui, il veut pas, effectivement. Ça, c'est Euh, dans le cas où on a peur de dénoncer le père qui a fait quelque chose, mais on sait que s'il va en prison, c'est lui qui est soutien de famille, c'est lui qui apporte l'argent à la maison. Et puis on se dit, ouais, mais si je dépose plainte contre mon père ou ma mère, enfin peu importe, là, toute la famille s'écroule et ça sera à cause de moi. C'est à cause de moi, donc c'est encore ouais, une double peine. oui, ça, dans le cas où l'agresseur fait partie de la famille, ça peut se voir dans le monde de l'aïkido. Donc là, on revient sur l'entretien. Alors, précaution avant le signalement. Il y a aussi donc l'entretien avec l'agresseur présumé, parce qu'on entend la victime, mais on entend aussi l'agresseur. De la même façon, idéalement par le référent du club, assisté d'un autre membre du club, un membre du bureau, et qui entend l'autre version des faits, forcément. Confidentiel également, forcément. Il faut entendre les deux personnes. Et donc là, une fois qu'on a, voilà, le slide est passé. Bah là, c'est Patrick, c'est à toi d'intervenir sur la première partie. C'est dommage que comment dire, le diaporama se fasse comme ça parce qu'il y avait, c'était item par item. Enfin bon, c'est pas grave, Ouais, on va vas-y, envoyer vas-y, là. C'est des pas grave, je moyens vais de développer. défense. Donc en fin de compte, moi, c'est pareil dans ma présentation, je n'ai pas expliqué que j'avais fait 36 ans de police et j'étais en contact avec les victimes et les témoins. Et enfin les auteurs, les témoins aussi. Et les auteurs, donc c'est rare qu'on puisse avoir accès au dossier, voir un petit peu leur manière de se défendre. Et donc j'ai eu cet avantage quelque part de lire un petit peu donc tout ce qui est enquête et les aveux, etc. Et assez souvent, bah, la première chose qui arrive, c'est alors je vais effacer derrière le dernier item là. Effectivement, vous avez raison, j'avoue. Bon bah c'est bon, ça c'est assez rare. Mais enfin, pour lui, il va minimiser, hein, et puis on continue comme avant, et puis il n'y a pas de souci. Ça c'est en fait le dernier item, j'aurais passé en premier. Mais assez souvent aussi, on fait passer ça sur une blague, quoi. Voilà, j'ai touché les fesses, bah oui, mais bon, c'était amical et puis c'était pas avec une intention particulière, hein, on s'est mal compris. Voilà, c'est un malentendu. Voilà, ça c'est une ligne de défense aussi. Culpabiliser la victime, c'est-à-dire que en fait c'est la personne qui m'a séduit. Elle sourit à tout le monde. Quand je plaisante, elle sourit, rigole. Donc je pensais qu'il y avait le feu vert avec moi. Et puis j'étais un peu plus loin. Et puis voilà quoi. Hein, mais c'est pas de ma faute, encore une fois. Alors là, le troisième item, là, c'est je voulais la protéger des prédateurs et je suis un protecteur. Alors je reviens sur le cas que moi j'ai approché, c'était le prof de judo de mon club et j'ai eu l'accès à son dossier. C'était pas normal parce que, mais bon, j'ai pu l'avoir. En gros, alors lui, il disait carrément qu'il voulait éduquer sexuellement les enfants parce qu'il avait peur qu'ils tombent sur une mauvaise personne. Vous voyez. Mais c'était sa ligne de défense. Ça, c'est très fort, ça m'a secoué, parce que lui, je le connaissais depuis 25 ans, 30 ans. Hein. Donc, c'est une personne que je côtoyais. Moi, je faisais le cours de judo, d'aïkido après le judo. À chaque fois, donc, on se croisait. Et puis, bon, c'était pas indiqué sur son front qu'il était pédophile. Hein. Mais n'empêche que quand j'ai lu ses aveux, bah voilà, non, c'est lui, c'est parce que c'était par amour. Hein, par amour, ok, il s'occupait de 9 petits garçons de 13 ans. Une ligne de défense, quoi. Alors bien sûr, quelqu'un qui va s'offusquer, bah, non mais attendez, vous connaissez ma situation, je suis marié, j'ai des enfants, c'est pas possible, donc c'est vous qui faites l'erreur en gros, hein. Ou bah c'est pas moi.
Donc, on le prend de haut, hein. Et si, voilà, il réclame la confrontation avec la victime. Donc, si c'est un gamin de 6 ans, 7 ans, il va falloir qu'on le confronte. Donc, c'est impensable, c'est impossible. Non. Mais voilà, ça, c'est ce qui se dit, hein, c'est ce qui se dit régulièrement. C'est rare qu'on dise, OK, mettez-moi les menottes, j'ai besoin de soins. Hein, j'ai besoin de soins, il faut me retirer de ce groupe. Et ça, c'est hyper rare. Enfin, moi, j'ai jamais entendu. Donc, à ce stade, on a entendu la victime présumée, on a entendu l'agresseur présumé. On n'a pas forcément de preuves de quoi que ce soit, hein. Donc, l'agresseur, c'est toujours un agresseur présumé. Mais il va falloir, au niveau d'un club, faire en sorte que les deux personnes ne se rencontrent plus pendant cette période. Une période où on va aller un peu plus loin pour connaître réellement ce qui s'est passé. Alors, ça peut signifier la suspension des cours si l'enseignant est mis en cause. Ça peut être embêtant pour un club, mais parfois, il va falloir le faire. Alors, ça s'appelle une mesure conservatoire, ça. Ce sont des mesures qui évitent qu'il ne se passe d'autres événements du même genre. Alors, cette mesure conservatoire, par exemple, suspendre les cours de l'enseignant, ça peut être pris, c'est une mesure qui peut être prise à différents niveaux. On le verra un peu plus tard, mais déjà au niveau du club, ça peut exister. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, les deux personnes, agresseurs présumés et victimes présumées, ne doivent plus se rencontrer au sein du club pendant cette période. Et attention, il ne faut pas exclure la victime potentielle. Si on exclut quelqu'un, ça va pas être la victime potentielle, ça va être l'agresseur présumé. Et ça, c'est parfois pas du tout évident. Et il faut se rappeler qu'en milieu de travail, souvent, c'est malheureusement les victimes potentielles qui sont licenciées pour inaptitude et qui s'en vont, alors que l'agresseur présumé, il est toujours là. Dans le monde du sport, ça ne doit pas exister. D'ailleurs, ça ne devrait pas dans le monde du travail non plus, hein. Il Et faut, dans le milieu scolaire également, enfin, on oui, a tous vécu ça, le perturbateur de la classe, et puis la victime qui se fait sans arrêt taper dessus, etc. Bah, très souvent, on fait dégager la victime, on la fait changer de classe, ou voire même d'établissement s'il y a une persécution, un harcèlement. C'est souvent la victime qu'on fait dégager, donc en fin de compte, le pauvre, bah, il va changer de copain, de copine, peut-être de lieu peut-être éloigné de son domicile. C'est la victime qui va encore avoir cette double peine. Et puis, bon, voilà, l'auteur va être un peu sanctionné, mais il restera. Et ça a toujours été. Et il faut que ça change, quoi. C'est qu'on est dans une période où mm, maintenant, faut que, comme on dit, la peur doit changer de camp, mais c'est totalement vrai, hein. Mm. oui, il faut éviter de toute façon la survenue d'autres victimes. Alors, si c'est urgent, les décisions peuvent être posées dans le même temps. On entend les deux personnes et on exclut l'agresseur potentiel. Mesure conservatoire. Alors, c'est vrai que si on n'a pas la preuve complète, ça peut être un peu dur, mais il faut éviter la survenue d'autres victimes, c'est ça qui est prioritaire. Donc ça peut être compliqué, mais on va voir après comment faire. L'avis complémentaire, il faut décrypter les moyens de défense, il faudrait passer. Voilà. Si besoin, on va avoir un avis complémentaire à récolter pour se faire une idée plus précise. Alors, on peut conseiller à la victime présumée, déjà, de contacter la cellule d'écoute fédérale. Cette victime présumée va être entendue par quelqu'un qui est un peu plus loin, qui a un peu plus de recul, donc qui pourra la conseiller dans à la fois sa reconstruction si besoin, les conseils d'être suivi au niveau d'un psychologue, son médecin traitant, et qui pourra aussi, je vais laisser Patrick parler puisque il fait partie de la cellule d'écoute fédérale, donc à toi de rappeler sa composition et sa mission. On l'aura dans, je crois que c'est pratiquement le dernier slide de tout à l'heure, Oui, mais mais là, on en a parlé déjà, donc voilà. Bah, nous sommes trois, et puis voilà, on nous contacte par mail d'abord, à qui, dès qu'il y aura le contact, on vous donnera, enfin, on donnera le numéro de téléphone personnel d'une personne, de nous trois, et bah, c'est une écoute active. C'est une cellule, donc c'est pas une commission. Donc on n'a aucun pouvoir de décision. On est complètement indépendant. Enfin, on est à la F3A bien sûr, mais
indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rendre compte de tout ce qu'on nous entend, de tout ce qu'on entend, puisque c'est sous le couvert de l'anonymat quand la personne veut rester anonyme ou ça reste dans le secret. Maintenant, si effectivement la victime a besoin d'aller un peu plus loin, etc., bon, on passe pas le niveau au-dessus, mais le niveau à côté, c'est la commission de discipline qui est activée par notre président. Voilà comment ça se passe. Mais en fin de compte, nous, c'est juste une écoute, un soutien et des conseils, voilà, tout simplement. Donc, éventuellement la cellule d'écoute fédérale, s'il y a besoin. Les responsables du club n'ont pas toujours un référent, et même quand il y a un référent dans le club, le référent il peut se sentir un peu dépassé. Donc, il peut prendre conseil lui-même auprès du référent de la ligue, quand il existe. Donc, il existe dans certaines ligues, pas toutes. Et ça permet là aussi un entretien à distance. Je pense que ça peut être très utile entre le référent du club qui expose le problème au référent de la ligue qui, un peu plus à distance et avec un échange entre les deux personnes, vont pouvoir clarifier leurs idées et avoir en fait meilleure conduite à tenir après. Alors là, je l'ai écrit un petit peu trop grand, je pense, parce que si l'auteur est salarié, l'auteur présumé, hein, peut être un enseignant salarié. À ce moment-là, le code du travail s'applique, en plus du reste. C'est-à-dire qu'il faut prévenir l'employeur. L'employeur, ça peut être le président du club ou le président d'un club avec multisport, ou ça peut être la commune, hein, parfois, enfin, c'est-à-dire le maire. L'employeur a établi un document d'évaluation des risques et les risques psychosociaux en font partie. À ce moment-là, selon le code du travail, il peut y avoir des sanctions qui sont différentes de celles qu'il y a au niveau de la ligue, de la fédération et au niveau judiciaire. C'est encore autre chose. Mais les sanctions au niveau code du travail pour un salarié qui aurait été agresseur, ça peut être mise à pied, ça peut être licenciement, enfin tout ça c'est selon la gravité des faits. En fin de procédure, il y a quand même licenciement possible, avec toujours recours possible au tribunal des prud'hommes, puisque c'est celui qui est compétent en deuxième instance au niveau code du travail. Donc une fois qu'on a pris tous ces avis complémentaires, eh ben, il va falloir décider quelque chose. Si on a une suspicion très très importante, ou en cas d'urgence, on fait un signalement sur la plateforme Signal Sport. Alors, la plateforme Signal Sport, vous en aurez les références en suivant. C'est une plateforme du ministère des Sports dans laquelle vous rentrez les données de ce que vous avez à leur dire. Il y a ensuite une instruction par deux personnes et ensuite, le tout revient à la fédération, au président fédéral et aussi au niveau des autorités judiciaires par l'intermédiaire du procureur de la République. Dans les deux instances, des décisions sont prises par le président fédéral éventuellement appel à la commission de discipline avec instruction du dossier et décision de la commission de discipline qui peut être suspension de licence, conservatoire ou définitive. Et ensuite, au niveau du procureur de la République, c'est le préfet qui peut provoquer une interdiction d'exercer au cas où ce serait un enseignant ou qui a d'autres conséquences, enfin d'autres décisions. Alors, si tu veux, je oui. peux zoomer, excuse-moi, sur Vas-y, sur Signal Sport, oui. le sport, parce que ça fait 2-3 ans que c'est mis en place et ça commence à prendre de l'ampleur, à même titre que il y a tellement de signalements que je sais pas qu'ils sont débordés, mais voilà, il faut qu'ils recrutent des enquêteurs pour être au niveau. Et alors plus précisément, c'est un peu le pendant de ce qui manquait par rapport à la justice. Quand on dépose plainte, vous savez comment ça se passe. Je vais pas jeter la pierre à la justice, hein, mais au ministère de la Justice. Mais c'est vrai qu'ils sont débordés. Il y a des affaires plus importantes que les autres. Si le cas de violence sexuelle a lieu dans un département calme, la Creuse ou je sais pas quoi, et le même fait mais en Seine-Saint-Denis où ça brûle de partout, bah ça passera, le délai sera pas les mêmes pour faire avancer les choses, et c'est d'autant plus difficile pour une victime de devoir patienter, attendre et voir un petit peu ce qui va se passer. Et le signal sport est arrivé comme ça. En donnant un pouvoir, non pas au pouvoir judiciaire, mais au pouvoir exécutif. C'est-à-dire que c'est le préfet. C'est donc le ministère de la Jeunesse et des Sports qui va
envoyer, enfin détacher un préfet qui va s'occuper du cas, mais très rapidement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un gain de temps. Donc le préfet du lieu de où ça s'est passé ou du lieu de domicile comment dire, de l'auteur potentiel sera donc désigné et lui-même va désigner 2 enquêteurs de la préfecture. Hein. Donc c'est pas des policiers. J'ai eu la chance de les rencontrer parce que je me demandais qui c'était vraiment ces gens-là. Et en fait, c'est souvent des anciens sportifs de haut niveau qui s'intéressent justement à la cause et qui vont entendre les victimes, entendre l'auteur et vont faire constituer un dossier au préfet qui lui-même va prendre une décision ultra rapide. On la verra tout à l'heure, hein, mais une suspension, hein, certainement si c'est un enseignant, une mise à l'écart d'un licencié, mais en tout cas, la fédération concernée recevra le double de sa décision et le préfet demandera, exigera à la Fédé de prendre ses dispositions. Donc ça, c'est un, comment dire, un module qui est tout nouveau, qui a 2-3 ans, hein, mais c'est moi assez souvent sur la direction que je prends hein, quand une personne m'appelle et je sens que ça, c'est vraiment un fait à prendre en compte. Je lui demande carrément de saisir cette plateforme, c'est Internet, vous tapez, vous rentrez vos informations et après vous êtes contacté, hein, tout simplement. Mais c'est ultra rapide. Bon, en tout cas, bon. Alors qu'il y en justice, des fois ça peut mettre 1 an, 2 ans, enfin 6 mois, 2 ans. Là, c'est dans le maximum le mois qui vient. L'action est déjà engagée. Donc ensuite, on a ces mesures conservatoires dont on a déjà parlé, prises à différents niveaux, soit au niveau du club, soit en passant par la plateforme au niveau du préfet et aussi au niveau de la fédération. Suspension de la licence temporaire, le temps d'instruire les faits. Ensuite, comme décision, selon la gravité de la situation, il peut y avoir un dépôt de plainte auprès de l'autorité judiciaire qui est conseillé à la victime. Alors après, on ne peut pas déposer plainte à la place de la victime, mais on peut lui indiquer que c'est souhaitable. Alors ce conseil, ça peut également émaner de la cellule d'écoute. Hein. La cellule d'écoute peut dire, ah non, mais là, il faut porter plainte. Il faut le faire. C'est pas toujours évident. Les gens sont pas toujours très enclins à ça, mais bon, quelquefois, c'est le conseil hein, qu'il faut donner. Alors, s'il s'agit d'un mineur, il faut contacter ses ayants droit. Alors, si l'enfant est d'accord, donc il faut essayer de convaincre l'enfant, d'informer la famille. Hein. Les ayants droit sont la plupart du temps les parents. Et ce sont eux qui déposeront plainte. Au besoin, s'il s'agit d'un enfant qu'on juge en danger, qui est très grave, on peut se faire un signalement au procureur de la République, mais c'est vrai qu'en passant par la plateforme Signal Sport, c'est probablement plus indiqué de faire comme ça dans notre sport, dans notre activité en tout cas. Donc voilà des décisions que l'on peut prendre après avoir pris toutes ces précautions. Ensuite, notre action. Bon, là, Brigitte et oui, Patrick, j'ai une question, donc je me permets oui, de vous couper, de vous poser cette question. Est-il normal de confronter les victimes à l'agresseur présumé dans le non. cadre d'une réunion d'enquête interne à un club? Oula, non, pas du tout. Mais je crois que je l'ai dit quelque part à un moment. Il faut écarter, il faut qu'il n'y ait pas de contact entre l'agresseur présumé et la victime potentielle. Pas de contact. Donc on ne les confronte pas. Et bien au contraire, on essaie de faire dans le club, enfin, on se débrouille pour qu'ils ne se rencontrent pas. C'est pour ça qu'on exclut l'un des deux du club de façon temporaire et qu'il faut exclure l'agresseur présumé et non pas la victime présumée. Donc non, 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 il ne faut pas de... Enfin, tu es d'accord, Patrick? On a des cas de prédateurs avérés, mais qui ont un certain charisme et un pouvoir. Si c'est dans le club, peut-être un pouvoir, mais en tout cas un charisme. Et effectivement, ils peuvent influencer avant l'enquête la victime, hein, donc l'écraser psychologiquement encore un peu plus. Et donc ça, c'est pas jouable. Il faut surtout, tout en sachant que un prédateur sexuel, c'est moi, donc en tant que policier, moi je conçois comme un cambrioleur, quelqu'un qui a préparé son vol. Un cambrioleur, il sait très bien, il s'est préparé à être interpellé ou récupéré par un témoin ou même la victime, et il a tout de suite sa ligne de défense. Il est prêt.
il sait qu'est-ce qu'il va répondre. Oui, mais c'est la grand-mère elle m'a dit de regarder ses volets, donc je suis rentré. Enfin, il aura toujours des choses à dire. Il tombe pas des nues. Et le prédateur sexuel, c'est la même chose. Donc, si on le met devant le fait accompli, il aura toujours une technique pour dire non, c'est pas moi, c'est l'autre. Enfin, en tout cas, et s'il y a confrontation, il est fortement capable, il a pu assouvir ses instincts sexuels sur la personne, donc physiquement, il peut très bien aussi l'écraser psychologiquement. Et la confrontation, même à la limite, s'il y a une confrontation, je veux dire, au niveau dans un commissariat de police à l'abri des mineurs, ça se fait pas dans l'immédiat. Je veux dire, s'ils sont au courant d'une affaire, il n'y a pas la confrontation tout de suite. Il y a tout un développement d'enquête. Il y a même des fois aussi comment dire, des visites domiciliaires et tout pour voir un petit peu, connaître un petit peu l'individu, etc. Et après, c'est peut-être à la fin, et encore, c'est à la demande du juge très souvent, où il y a confrontation, mais ça se fait pas. Alors nous, simples témoins ou comment dire confidents, on va pas mener l'enquête et on va pas faire une confrontation. Ça, c'est Mm. pas possible. C'est pas jouable. Non. Non, non, c'est psychologiquement dangereux pour la victime potentielle. Donc, notre action, ça c'est slide d'être lanceur d'alerte. Je te laisse en parler, Patrick. C'est- Alors ouais, le mot lanceur d'alerte, c'est tout récent. C'est lié aussi à tout ce qui est violence sexuelle. Il faut savoir que ce cadre de lanceur d'alerte, il est protégé. C'est que si vous dénoncez quelque chose, soit aux instances donc fédérales, ligue, votre président de club ou n'importe, euh, il est impossible de se dire bon bah c'est des fous la merde, on va les virer. Hein, je peux vous le dire, il y a eu le cas. Donc les gens qui jettent le caillou dans le lac, là, ils disent il s'est passé quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut faut le prendre au sérieux et surtout pas les écarter ces gens-là. Maintenant, c'est très compliqué parce que effectivement, dès on a secoué un petit peu le lac et on explique qu'il se passe des choses, etc. euh, il va y avoir des interactions dans le club. C'est la petite famille qui commence à être bousculée. Ça dérange tout le monde. Ça dérange le président. Ça dérange le prof, qu'il soit auteur ou pas. Mais enfin, en tout cas, ça va déranger la petite famille. Et oui, c'est perturbant. Et on revient un petit peu dans l'époque, il y a 5 6 ans, où on n'en parlait même pas, hein, violence sexuelle, sexisme, on s'en foutait un peu quelque part, et on mettait la poussière sous le tapis. Et je vous dis encore, c'était souvent la victime qu'on écartait. Et là, si on commence à en parler, bah voilà, on revient un petit peu dans l'ancien système, on dit qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin ou on étouffe? Ouais, donc c'est ce qu'on appelle l'omerta. Hein, c'est bien sûr le travail du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle ne veut plus, enfin le ministère ne veut plus de cette omerta, hein, pour protéger les victimes. Donc un lanceur d'alerte, il faut le protéger. C'est du courage déjà, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas non plus simplement. Oh, moi, on m'a dit de me taire, donc je me tais, puis voilà. Puis en fait, on mène comment dire, une graine dans son cerveau, et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on se dit, j'aurais peut-être dû quand même le dire, parce que là maintenant, la victime elle est en dépression, elle s'est peut-être suicidée, etc. Donc il faut vraiment crever l'abcès très tôt, et il faut que les langues se délient, quoi. Et encore une fois, que la peur change de camp, comme on dit. Hein. Alors, comme j'ai dit, donc, savoir accueillir, enfin, ce qu'a dit Brigitte, savoir accueillir la parole et de façon avec des questions ouvertes et pas questions fermées. Euh, et puis, bon, ça, on en a parlé déjà, hein, de ne pas donner des termes techniques, hein, à la victime, surtout quand c'est un enfant. Hein. Alors, le deuxième item, c'était, j'en avais parlé donc dans la première intervention il y a un mois, mais être par rapport aux violences sexuelles, être proactif, actif ou réactif. Et j'ai voulu ramener ça à notre entraînement, enfin notre entraînement au quotidien dans les clubs, c'est la notion de scène no scène, time no scène ou go no scène. Scène no scène, c'est agir avant, être proactif. C'est-à-dire que on sent qu'il va se passer quelque chose, on laisse pas les faits se réaliser et on intervient avant. Alors, je vous donne un exemple que moi j'ai vécu. C'est des types, des gens qui étaient à moitié bourrés, hein, qui sont venus, deux gars, sur le stand, c'est qu'on a tous au mois de septembre de l'année. Là, on fait des journées portes ouvertes et on tenait un stand. Et puis, je vois les deux gars qui arrivent, ils me disent, ils se parlent entre eux, ils disent, ah, dis, il y a de la gonzesse là en équilo. C'est sympa, ça. Puis hop, il vient me voir, il me dit, c'est quoi la licence, c'est combien, on va s'inscrire et tout.
Bon bah là, qu'est-ce que j'ai fait? Et je vous parle de ça il y a 20 ans, hein, donc ça n'existait pas encore la lutte des violences sexuelles. Mais bon, j'ai tout fait pour qu'ils viennent pas, quoi, hein, tout simplement. J'ai fait de l'anti-pub, quoi, de l'équido. Hein, donc je vous laisse deviner tout ce qu'on peut raconter pour détruire notre discipline. Et ça a marché. Donc ils sont pas venus. Pourquoi? Parce que moi, mon job, comme tous les profs, comme tous les présidents, etc., c'est de protéger l'adhérent, protéger le licencié. Même si on manque de licenciés, on ne prend pas n'importe qui. Sinon, ils vont vous pourrir l'année, ils vont vous peut-être comment dire nuire à vos licenciés. Et puis voilà, être proactif, scène no scène, avant. Taïno-sen, c'est vous êtes comment dire témoin d'un fait, hein, des attouchements ou des propos sexistes ou je ne sais quoi dans les vestiaires ou peu importe. Et on agit tout de suite, hein, on agit dans l'immédiat quoi. Et réactif, bah ça c'était ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est vous avez recueilli une information hein, parce que on vous trouve sympa, vous êtes d'une bonne écoute, donc on se confie à vous. Ok, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on garde cette confidence et puis on laisse mourir ce truc-là et puis basta? Alors que bah, si on laisse passer, bah, l'individu, le prédateur, va retrouver une autre victime, va continuer, ou même sur la même victime, et puis on se sent quelque part bah, pas complice, mais on aurait peut-être dû faire quelque chose. Et encore une fois, on se met un abcès là dans le cerveau, là, ça va pas être bon pour tout le monde en fin de compte. Donc, proactif, actif, réactif dans le domaine des violences sexuelles, oui, mais il faut absolument faire quelque chose, quoi. Ouais. Et puis après, vous avez les adresses, les numéros de téléphone en fonction euh, du profil de la victime. Si c'est un enfant, il y a un numéro. Bon, les femmes, violences femmes. Enfin, donc c'est en fait un petit catalogue de tout ce qu'on peut avoir. Le dépôt de plainte, c'est ça qui va bien sûr déclencher la procédure, mettre l'action publique en action, comme on dit. Aller voir un gendarme, un policier, c'est difficile. C'est encore pas une double peine, mais enfin, se confier à quelqu'un en uniforme en face de vous, et puis qui va vous poser des questions des fois un peu brutales, hein, c'est vrai, parce que lui, il veut des faits. Au même titre que le juge d'ailleurs, hein, que ce soit justice, police, enfin, la police travaille sous le couvert de la justice, et il faut absolument des faits. Des faits, des traces, des bleus, des arrêts de travail, des témoignages écrits, quelque chose de concret. Et ça, c'est difficile parce que si ça vient de se faire, et puis le policier, le gendarme, ayant été policier, je sais comment ça se passe, on est dans des procédures du matin au soir, et puis vous arrivez avec votre violence sexuelle, alors que juste avant, le policier qui vous reçoit, bah, il a fait un vol à main armée, il a fait un accident de voiture, enfin, et puis bon, boum, il y a une violence sexuelle au milieu. Donc lui, il est dans sa trame quotidienne, et la qualité de l'écoute, etc., ça je peux le dire, c'est difficile. Et c'est pour ça que dans chaque commissariat, chaque gendarmerie, vous avez un fonctionnaire qui a été formé à l'écoute au niveau de, alors on appelle ça, comment dire, une brigade des mineurs déportés. Donc là, c'est tout ce qui est bah, viol mais pas seulement des mineurs. Hein. Et on vous met à part dans un bureau, vous êtes seul avec l'enquêteur. Que bon, dans certains commissariats, à Paris, etc., c'est souvent les gens en ivresse qui sont à côté, en alcoolémie, enfin, c'est un peu le bazar. Et puis, vous êtes obligé de parler de choses très intimes, quoi. Donc ça, je peux comprendre que c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que vous avez l'option procureur de la République avec une lettre recommandée, qui lui va détacher un enquêteur habilité et qui va vous contacter. Donc il y a plusieurs possibilités, solutions, mais appelez déjà le 17 si c'est très chaud. Si ça vient de se faire, il y a du flagrant délit, comme on dit. Il faut interpeller l'auteur. Bah oui, c'est le 17. On va pas mettre du temps à, à faire la procédure. Compliqué pour une victime. Il y a du temps souvent de réaction. C'est-à-dire qu'il s'est produit quelque chose et c'est tellement X-Files dans la tête de la victime que voilà, le temps comment dire, il absorbe l'information de je me suis fait toucher, je me suis fait violer, et le temps qu'il réagisse, comment dire, de façon procédurale, des fois il se passe du temps. Et ça, c'est compliqué aussi. Hein. Déjà pour les traces et indices, hein, si c'est un viol, on sait que bon, faut aller tout de suite voir un médecin légal, mais lui, on peut pas le voir tout de suite comme ça. Il faut passer par le commissariat pour avoir un papier et avoir le médecin légal pour les traces. Et si c'est du délai,
on, la victime se réveille au bout de 5, 10 ans, et c'est arrivé souvent ça, où il y a eu un traumatisme qui s'est installé, on peut plus dormir toutes les nuits, on commence à manger, enfin se détruire psychologiquement, et puis 5, 10 ans, 15 ans après, on va voir un psychologue, et le psychologue il dit bah, il faut déposer plainte. Et on peut, mais il y a cette histoire de prescription, hein, qu'il faut tenir en compte aussi, ça c'est pas évident, mais en tout cas, voilà, faut absolument qu'il se passe quelque chose, faut pas laisser faire le prédateur. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il y a le FIJES. Donc ça, c'est le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. Ça, c'est intéressant aussi. C'est parallèle au bulletin de casier judiciaire, parce que on peut très bien être fiché par justement le biais du proc, enfin, ce sera la justice, pardon, mais on peut être fiché en être auteur d'infractions sexuelles sans avoir été condamné pour cela, alors que bulletin de casier judiciaire, c'est vous êtes condamné. Et au passage, quand on vous fait le contrôle de la carte de l'animateur sportif, c'est tous les 5 ans, hein, qu'on les renouvelle. Donc tous les 5 ans, on passe votre nom au fichier du casier judiciaire. Tous les 5 ans. Donc il peut se passer quelque chose entre 5 ans. Voilà, c'est passé au crible. Le petit passage, d'ailleurs, c'est la dernière option, enfin le dernier linéaire là, c'est l'honorabilité. L'honorabilité, c'est un grand mot. Avec l'honorabilité, on va tous les ans passer tous les professeurs, enfin enseignants, présidents, trésoriers, secrétaires des associations au fichier pour voir s'ils n'ont pas eu des soucis au niveau violence sexuelle. Donc là, vous avez une nomination d'un référent honorabilité dans chaque fédération, il y en a un. Et c'est moi-même, hein, donc sur la 12F3A, il y en a un autre à la FFAB. Mais dans tous les sports, vous avez un référent qui, lui, est habilité à déplacer donc tous les fichiers profs, président, trésorier, secrétaire au ministère de la Jeunesse et des Sports, et qui, eux, vont éplucher, voir si vous n'avez pas, on n'a pas des prédateurs chez nous, quoi. Et c'est important, c'est intéressant, parce que on peut passer d'une fédé à l'autre, hein, d'un sport à l'autre, sans être inquiété. Et donc, justement, comme il y a un fichier, le FIGES, là, maintenant, on va savoir, on le suit, quoi. Donc ça, c'est des choses nouvelles. Ça a mis du temps à rentrer dans les mœurs de nos enseignants, présidents, etc. Du temps de Monsieur Diaz, je me rappelle, il y en a qui étaient réticents, hein, ils voulaient pas. Parce que, ouais, on est fliqué, c'est quoi ce bazar? Ça a mis quelques années quand même à être intégré. Et puis, il faut bien comprendre que c'est pour le bien-être de tout le monde, hein. C'est la sérénité, c'est la sécurité. Et puis, voilà, on n'a pas à avoir un individu prédateur sur nos tatamis, hein. C'est logique, mais ça a mis du temps à être digéré, quoi. Voilà pour le slide de notre action. Alors, vous avez justement, juste après, les affiches officielles du ministère pour faire comprendre l'existence de la plateforme Signal Sport. Oui, c'est l'affiche que l'on doit avoir dans les clubs. Oui. Normalement, ouais, moi je l'ai même pas reçu. Bon, ça c'est du judiciaire. Alors, c'est pas vraiment du judiciaire, c'est d'abord, comment dire, administratif, hein, puisque comment dire, les cartes d'enseignants sont livrées par l'administration, le préfet, quoi. C'est le préfet, Mm. c'est pas judiciaire. Mais bon, il y a une interaction. Et justement, ce slide que vous découvrez, la notification auteur, c'est justement la décision d'un préfet. Alors, j'ai récupéré, j'ai effacé bien sûr les éléments là, mais qui notifie à un prédateur sexuel, hein, qu'on lui retire le droit d'enseigner, d'approcher des enfants, etc. Donc, avant que la décision judiciaire finale se fasse. Donc, c'est une mesure conservatoire, quoi, donc, et hyper rapide. C'est hyper rapide. Ça se fait vraiment très rapidement. Après, libre à la Fédé de prendre ses dispositions au niveau de la commission disciplinaire. Mais lui, il a fait ça dans l'urgence pour protéger d'abord la victime et les victimes potentielles, quoi. Ok, mesure conservatoire, donc. Voilà, tout à fait. Ah ben voilà, donc, la cellule d'écoute et d'accompagnement avec ces trois personnes. Donc Patrick est ici, Nathalie Hermand, Emmanuela, qui sont les trois personnes formées et que vous allez contacter au niveau de la cellule d'écoute. Donc là, vous avez leurs coordonnées. Ensuite,
C'est quoi? C'est la... C'est peut-être Vas-y, moi je laisse la parole qui vais à. parler. Voilà. Oui, Ouais. après c'est Voilà. Sylvia. C'est pour compléter le Oui, panorama oui. fédéral. Donc, il existe, comme dans chaque fédération, une commission de discipline. Elle est composée de deux, je dirais, deux instances et en amont, une cellule d'instruction préalable qui, en fait, est saisie par le président fédéral qui lui-même peut être saisi soit par une victime, soit par un président de ligue qui lui-même a relayé le signalement, soit par un président de club. Voilà. Donc le président saisit cette cellule d'instruction préalable pour, comme son nom l'indique, mener une enquête à partir de faits écrits et qui ensuite donne lieu à des auditions bien évidemment de la victime, de témoins. Et c'est là que cette cellule cherche aussi à entendre d'autres témoins. Et enfin, au final, l'auteur présumé des faits pour ensuite analyser sur le plan juridique et sur le plan matériel les faits pour ensuite éclairer le président qui, en fonction des conclusions, saisira ou non la commission disciplinaire. La commission disciplinaire, elle est complètement indépendante du comité directeur. Hein. Elle est composée là aussi de juristes. Alors, la cellule d'instruction préalable est composée de juristes et nous avons notamment une des deux personnes qui est magistrat de profession. Les commissions disciplinaires, donc première instance, et ensuite il y a une commission d'appel, sont également constituées de juristes, et notamment la commission disciplinaire d'appel est présidée par quelqu'un qui est avocat de profession. Voilà, toute une série de sanctions sont à leur disposition en fonction de l'analyse et de la gravité des faits. Ça va, je dirais, à un simple avertissement ou blâme. Ça peut aller également à une interdiction d'être licencié de manière temporaire ou davantage. Ça peut être une interdiction d'exercer des fonctions, que ce soit des fonctions de représentant en tant qu'enseignant ou des fonctions de dirigeant de club ou au-delà. Et donc, effectivement, une impossibilité d'être licencié de manière temporaire ou au-delà. Ça, c'est pour, je dirais, l'intervention de la commission de discipline. Patrick et Brigitte vous ont bien expliqué en amont qu'il y avait aussi ce signalement Signal Sport, donc l'administration de l'État, déconcentrée du ministère des Sports, au niveau de chaque préfet, et eux, ils vont pouvoir prendre des décisions en termes d'interdiction exercer une activité d'éducateur sportif de manière générale. Parce que là, on est à l'aïkido de F3 ans, on peut très bien imaginer quelqu'un qui, hop, va changer de fédération ou va faire du jiu-jitsu, peu importe. Voilà, donc on est vraiment sur l'interdiction d'exercer une activité, un enseignement d'activité sportive. Voilà pour la commission de discipline. Patrick et Brigitte vous ont parlé du contrôle de l'honorabilité. Ben, aujourd'hui, c'est quelque chose de systématique qui est effectué chaque année par le siège fédéral avec des échanges de fichiers avec le ministère de la Justice, donc ce fameux fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et qui contrôle tous les enseignants et les dirigeants de clubs et dirigeants de la fédération, bien sûr, en recherchant s'il y a eu un signalement par rapport à ces personnes-là. Donc, c'est un contrôle qui maintenant s'effectue de manière administrative et systématiquement chaque année. Et puis donc, effectivement, on a un référent honorabilité qui est Patrick, justement. Et enfin, la slide suivante. Voilà, je voulais vous parler de la commission éthique sportive de la fédération,
qui, elle, est donc une commission composée de personnes volontaires sur l'ensemble du territoire et qui est en charge de construire et de mener la politique de prévention à la Fédération en matière de lutte contre les violences, donc violences sexuelles, mais violences de toute nature, les discriminations, la radicalité. J'ai la responsabilité d'animer, de piloter cette commission. Brigitte Lanluc en fait partie. Nous avons Émilie Dossimon qui est en Île-de-France, mais qui représente l'Aïkibudo, qui y participe. Et nous avons également quelqu'un en Outre-mer, en Guadeloupe, qui est Élodie Djengoul. Bien sûr, cette commission éthique travaille avec les 3 membres de la cellule d'écoute, parce que si on veut réfléchir prévention, il faut déjà savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule d'écoute. Donc, ce travail est fait en complète harmonie et complémentarité. Pour vous éclairer sur les axes de la feuille de route fédérale de cette saison actuelle, bien sûr, on a un axe informé, sensibilisé, rassuré. Typiquement, les 2 webinaires, celui du mois dernier et aujourd'hui, correspond à des actions de sensibilisation et de bonne information sur la question. Le deuxième, c'est de former les acteurs fédéraux à cette notion de prévention des violences sexuelles et accompagner les ligues pour se doter de référents. Et puis, le troisième est de créer progressivement un maillage territorial de relais locaux. Donc, les fameux référents, qu'ils soient d'abord dans chaque ligue, parce que certaines ligues en ont. Typiquement, Brigitte est la référente pour la Nouvelle-Aquitaine. Moi-même, je suis la référente pour la Ligue Île-de-France, ce que je fais depuis plusieurs années. Mais toutes les ligues n'en ont pas. Donc, c'est déjà d'avoir une harmonisation sur le plan territorial et puis d'aller plus loin et d'aller vers les clubs en essayant de doter chaque club d'un référent qui, bien évidemment, bénéficiera d'une formation préalable pour être armé pour recevoir la parole, pour pouvoir dialoguer dans un contexte qui n'est pas facile, puisque à la fois Brigitte et Patrick vous ont expliqué qu'on est dans une famille et que c'est pas tout, on n'a pas toujours envie d'entendre certaines choses et qu'il faut quand même qu'ils puissent l'entendre et qu'il y ait une prise de conscience. Donc voilà, on est sur cette création progressive de ce maillage. Je vous redonne la parole, Patrick et Brigitte. Alors, ouais, je reviens sur ce que tu viens de dire, le maillage, trouver un référent par ligue et par club, ça serait génial. Au début, je me suis dit, oh, c'est une utopie, comment ça peut se mettre en route, et puis quel est l'intérêt. Et en fait, à force de réfléchir, je me mets à la place des adhérents ou enfin, des pratiquants d'un club, une petite cellule, un club, hein, et savoir qu'il y a un référent violence sexuelle, déjà, ça rassure. C'est-à-dire, voilà, s'il se passe quelque chose, j'ai une écoute. Mais en fait, en basculant à l'inverse, vous avez un prédateur dans votre club, c'est pas marqué sur sa licence, c'est pas marqué sur son front, on peut pas le savoir. Sauf que lui, il entend, ah, il y a un référent violence sexuelle. C'est un peu gênant et voilà, ça peut remettre tout en cause son éventuel projet, vous voyez. Parce que encore une fois, ce que je dis toujours, nous on vient, on est tous gentils, hein, on prend notre licence, on va apprendre Ikkyo, Illuminati, etc. Et puis on est face à un prof, il nous montre un mouvement, on imagine qu'on a tous le même objectif, c'est s'améliorer, se perfectionner, etc. Mais dans le lot, il y a peut-être un individu ou une femme ou un homme qui a vu de la lumière dans un dojo, il est rentré, il dit tiens, c'est pas mal, il y a des enfants, il y a des femmes, et puis ça a l'air cool, ils sont pas méchants et tout, puis voilà, puis en fait, il est peut-être en train de faire son marché, quoi. Hein. Donc ça, c'est intéressant, on se met jamais à la place de cet individu-là, mais se dire, et puis en plus, il y a un référent violence sexuelle, c'est peut-être pas là que je vais faire mes courses, quoi, vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Alors maintenant, faire venir, enfin trouver des intervenants, en tout cas des référents bénévoles, hein, c'est pas facile, quoi. Mais ça serait intéressant justement de développer ça à tous les niveaux, Hein. C'est pas de l'utopie, ça je veux dire. Non, mais nous avons même une personne qui se déclare intéressée pour effectuer cette fonction et elle demande est-ce que je peux être préférente si je suis présidente? Mais oui, oui, bien sûr. Oui.
Ce qu'il y a, c'est que les référents doivent bénéficier d'une sensibilisation au sujet pour qu'ils aient quelques armes tout de même, qu'ils ne soient pas dans le stress devant un cas. Parce que quand on n'est pas formé, on est stressé. Et il faut leur éviter cette situation, pardon, désagréable. Choqué aussi. Stressé, mais Oui. choqué. Parce que ça fait toujours drôle de recevoir une information de violence sexuelle comme ça de bout en blanc dans le vestiaire ou peu importe. Hein, mais c'est un choc. C'est un choc. Faut savoir gérer ça. Ouais. Mm. Alors, Donc, je vous ai. Chloé, je ne sais pas dans quelle ligue vous êtes, mais le mieux, c'est que vous envoyez un mail à la fédération à mon intention et vous m'indiquez dans quelle ligue vous dépendez et on échangera ensuite. Voilà. Oui, parce que s'il n'y a pas de référent ligue dans cette ligue, peut-être Chloé, qui semble motivée, pourrait être référent ligue, en Voilà, on fait. va parler. Voilà, en Donc tout là, cas, elle pourrait être je formée. pourrais la contacter. Oui. Oui. Mm. Donc, justement, bah, pour les gens qui veulent s'instruire sur le sujet, euh, au cours de toutes les informations que j'ai eues, les formations, j'ai eu une intervention de psychiatre spécialisé sur la pédophilie, et ben, les violences sexuelles aussi, bien sûr. Et il faisait partie du CRIAS. Alors, je sais pas ce que c'était. Moi, je suis en région Île-de-France. Ça fait partie de l'hôpital Saint-Maurice dans le 94. Mais en fait, c'est lui qui chapeaute tous les CRIAS de région. Voilà, il y a un CRIAF dans chaque région. Et celui le plus important, c'est celui de l'hôpital Saint-Maurice. Et vous aurez donc le slide d'après, vous aurez donc un petit peu les documents qui peuvent vous donner, vous envoyer gratuitement. Hein. Voilà, c'est celui-là. Mais je vais revenir un petit peu sur avant, s'il te plaît. Ouais. Et donc vous avez tout. Vous avez l'adresse à noter, l'avionsexuel.info, outils, support, prévention. Voilà. Je reste là-dessus parce que justement, lors d'une information avec les psychiatres, pour parler de la pédophilie, j'avais récupéré un psychiatre à la fin de l'information, puis je lui avec le café là, et puis dans les yeux, je lui dis écoutez, dites-moi franchement si on peut soigner la pédophilie, si on peut sortir un individu de cette addiction. Et en confidence, il n'y avait plus personne, lui, bah non. Non, c'est un mal qui s'installe et pour retirer cette addiction, on va le suivre, on va le poursuivre, mais c'est souvent poursuivre, c'est comme au volontariat. C'est que lui, il recevait des pédophiles qui venaient volontairement le voir pour lui dire, écoutez, moi, je veux m'en sortir, c'est une addiction chez moi, je peux pas m'en sortir tout seul, aidez-moi. Donc, il reçoit des gens comme ça aussi. Mais tout en sachant, donc c'est ce qu'il me donnait comme aveu, c'est qu'il n'y a rien qui peut assurer qu'un pédophile ne le sera plus. On parle de camisole chimique, là, c'est mignon, mais prendre des médicaments à vie, il faudrait que le médecin soit là tout le temps, ou un infirmier, qu'on lui mette ça dans la bouche. Enfin, au bout d'un certain temps, la camisole chimique, c'est dérisoire, quoi. Donc ça, c'est le mauvais, comment dire, la mauvaise information que je dois vous donner, c'est que ça, cette pédophilie-là, enfin la pédophilie, c'est très compliqué à éradiquer. En tout cas, je dis, il faut être proactif. Un pédophile, ça se voit pas. Hein. Il n'a pas de profil type. On peut pas dire c'est un type de 60 ans, 70 ans, et c'est un type. Ah, ça peut être une femme aussi. Bon, c'est très très compliqué. Mais en tout cas, donc être vigilant, être à l'écoute, savoir aussi se faire entendre, de dire que ça existe. Il y a une dynamique contre la violence sexuelle dans chaque sport, dans le nôtre en Aïkido aussi. Là, vous voyez, ça se met en place encore de plus en plus. Mais il faut que la peur change de camp. Et si l'individu est venu dans un club pour assouvir ses bas instincts, bah, dès qu'il entend qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des violences sexuelles, je pense qu'il va être mal. Alors qu'avant, quelque part, bon bah, il y a encore 5-6 ans, c'était l'omerta, quoi. Ouais. Donc, on peut passer le slide. Ouais. Et Patrick, je pense que c'est le moment de laisser poser des Ouais. De questions toute façon, il n'y a plus rien, je crois. Je sais plus à nos participants. Patrick, voilà, vos questions. Mm. Mm. Si vous avez envie de prendre la parole, c'est le moment. Il faut ouvrir votre micro, tout simplement. Non. On vous a saoulé. Non, non, non. Peut-être qu'on a répondu à leurs questions. On a répondu aux questions au cours de séance.
N'hésitez pas, il n'y a aucune question. Donc, moi, je prends la parole, c'est Régis Bachelier. Oui, Régis. Donc, juste que, bon, dans notre club, il n'y a pas de référent VSS. Si par exemple, moi, je suis enseignant et que je veux quand même qu'il y ait un référent et je me décide à le faire, est-ce que j'ai une formation particulière? Est-ce qu'il faut référer à justement des webinaires ou des choses comme ça pour dire effectivement je suis référent ou je peux le faire dès demain? Non, enfin, je pense que Brigitte l'a bien expliqué, il faut être quand même formé, sensibilisé pour avoir de bons réflexes. Hmm. Donc, on préférerait mettre en place une action spécifique pour les référents. Il faut déjà, dans un premier temps, les recenser. Et après, on pourra mettre en place des webinaires spécifiques dédiés à ces référents qui veulent effectivement porter le flambeau dans leur club. Voilà, et ne pas les laisser tout seuls dans la nature. Je crois Mm. qu'il est important de les armer. Donc, D'accord. faites-vous connaître. Hmm. Régis, si tu le souhaites, bah, toi, tu me connais, tu Hmm. m'écris et je pourrais recenser ça. On va faire assez vite le bilan des deux webinaires avec la cellule d'écoute et la commission éthique, et puis rebondir sur ces propositions pour revenir vers vous. Mm. Ok, merci. Oui, ce que je fais en Aquitaine, c'est que j'envoie une documentation au référent et ensuite on organise un webinaire Mm, sur étude de cas. c'est ça. Ça dure 1 heure. Mm. Alors, c'est une sensibilisation d'1 heure, hein, ça va pas plus loin. 1 heure plus le temps de la lecture du document. Après, on peut peut-être faire mieux aussi, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'au niveau fédéral, il y aura une autre organisation. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine. Mm. D'autres questions? Non? On a allé au-delà d'une heure. Je pense que le contrat est rempli pour Brigitte et Patrick. Je crois, je crois. Un grand merci à vous, à tous les deux, Merci, merci. pour une belle co-animation. Bah, on ne se connaît qu'en visio en fait, donc c'est compliqué. On a failli se rencontrer à un stage, mais il y avait trop de monde, on s'est pas vu. Eh ben, il faut revenir à un stage, on arrivera à pratiquer Ah oui, ensemble. oui, je vais aller à Mais Paris voir, la oui. visio a la grande vertu de pouvoir toucher tout le territoire et Mm. de pouvoir porter un même message auprès de tout le territoire qui est quand même grand. Voilà. Mm. En tout cas, merci à tous. Merci.